Bon, imaginons un instant posséder le superordinateur le plus puissant et le plus complexe de l'univers connu. D'accord. Une machine qui est capable, je sais pas, de calculer la trajectoire d'une fusée spatiale ou d'écrire des symphonies entières de tête. C'est sûr que vu comme ça, c'est très impressionnant. Bah oui. Mais imaginons maintenant que cette même machine, sans aucune raison logique, décide de lancer un programme de panique absolue à 3 heures du matin. Ah oui, la fameuse insomnie où on repense à tout. Exactement. Juste parce qu'elle repense à une conversation d'il y a 5 ans, quoi. Ou alors qu'elle s'éteigne complètement paralysée, juste avant une prise de parole en public. C'est absurde, non? Totalement absurde. Mais en fait, c'est exactement ce qu'est le cerveau humain. Ouais. C'est une vraie merveille d'ingénierie, mais livrée avec un défaut de fabrication majeur. Lequel? Eh bien, il n'y a absolument aucun mode d'emploi fourni dans la boîte à la naissance. C'est tellement vrai. On est là, aux commandes de ce vaisseau spatial intellectuel, et on doit se débrouiller. C'est ça. Et souvent, face à un bug du système, que ce soit de l'angoisse, de la procrastination, un sentiment d'infériorité, l'approche classique, c'est de s'asseoir et d'analyser le passé pendant des années. Pour essayer de comprendre l'origine philosophique du problème, en gros. Voilà, alors que l'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, eh bien, ça prend une direction diamétralement opposée. Je suis vraiment ravie d'en parler parce que c'est une approche fascinante. Et c'est ce qui rend cette analyse si rafraîchissante. L'idée, ce n'est pas du tout de faire de la philosophie sur l'origine de nos mal-être. Pas du tout. Non, on est sur du concret. L'objectif de notre discussion, de cette mission d'aujourd'hui, c'est de fournir un véritable manuel d'instruction, quelque chose de froid, de clinique et surtout de très pragmatique. Tout à fait. On va voir comment identifier et détruire mécaniquement ces blocages psychologiques. Ouais, on ne parle pas de réflexion abstraite là, on parle de déprogrammation et de reprogrammation pure et dure. Et notre attention va se porter sur un concept extrêmement actionnable, la création de ce qu'on appelle une échelle de compétences. Alors, le terme échelle de compétences, ça peut sembler un peu étrange, presque positif. Oui, on dirait un outil de ressources humaines en entreprise, quoi. C'est exactement ça. Mais il ne faut surtout pas s'y tromper. Dans le cadre de ce mode d'emploi qu'on décortique, c'est l'exact opposé d'une liste de nos talents. Ah oui, c'est beaucoup moins flatteur. Absolument. C'est un instrument chirurgical pour lister, affronter et littéralement anéantir tout ce qui agit comme un frein au quotidien. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que c'est dense. Avant de pouvoir réparer notre super ordinateur défaillant, il faut bien ouvrir le capot et brancher la valise de diagnostic. J'aime beaucoup l'image. Ouais, j'aime bien utiliser une métaphore automobile pour ça. Dans la vie de tous les jours, on est souvent obsédé par l'échelle de performance. Courir plus vite, gagner plus d'argent, Optimiser sa journée. voilà. Ça, c'est le compteur de vitesse. Mais l'étape numéro 1 de ce manuel d'instruction, c'est cette fameuse échelle de compétences. En réalité, c'est le tableau de bord avec tous les voyants rouges allumés. Le manque d'huile, la surchauffe du moteur, ce genre de choses. C'est ça, les problèmes qu'il faut traiter avant la panne. Et la méthode impose une règle stricte ici. Oui, il faut obligatoirement dresser une liste de 10 axes de compétences. Pas 3, pas 5, 10. Pourquoi 10 d'ailleurs? C'est très spécifique. Parce que ce chiffre, il force une introspection vraiment exhaustive. On ne peut pas juste survoler. Ces axes représentent tout ce qui exerce une influence négative, profonde et latente sur nous. Et j'imagine que ça peut aller chercher très loin. Oh oui, on parle par exemple du syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce sentiment latent d'être nul ou de ne pas mériter sa place, qui nous murmure à l'oreille depuis l'enfance. Ouais, le truc bien toxique. Voilà. Mais ça inclut aussi la rumination mentale obsessionnelle qui nous empêche de dormir. L'auto-sabotage aussi non, celui qui frappe systématiquement au moment précis où on va enfin réussir un projet. Exactement. Ou encore la suranalyse paralysante qui empêche de prendre la moindre décision. Et puis il y a des choses très quotidiennes. Genre quoi? L'impatience chronique, la procrastination, les déceptions relationnelles répétées, l'ennui, ou même un ressentiment silencieux envers ses proches. Waouh! Ce sont vraiment des acides qui rongent l'individu de l'intérieur, quoi. Mais là où je m'interroge, c'est sur la finalité de cet exercice. C'est-à-dire? Bah, c'est vraiment douloureux de devoir lister noir sur blanc ses propres échecs ou ses faiblesses. Pourquoi c'est si crucial de les mettre sur le papier? Alors, pour comprendre ça, il faut regarder la biologie du cerveau. Habituellement, la peur, le doute ou la rumination, c'est vécu comme des nuages sombres. Des états d'âme un peu flous. C'est ça, des états diffus, insaisissables.
Et sur le plan neurologique, quand une angoisse est floue, c'est l'amygdale, donc le centre primitif de la peur, qui prend le contrôle. On est dans une réaction purement animale. D'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est le processus de transfert cognitif qui s'opère au moment précis de l'écriture. Attendez, laissez-moi voir si je saisis bien la nuance. Le simple fait de prendre un stylo et de structurer cette angoisse, ça modifie la zone du cerveau qui traite l'information. Précisément. En prenant le temps d'écrire, par exemple, axe numéro 4, peur de l'échec financier, ou axe numéro 7, incapacité à dire non, Oui. eh bien, on force le flux sanguin et l'activité électrique à se diriger vers le cortex préfrontal. Et ça, c'est le siège de la logique et de la résolution de problèmes. Ah ouais. On passe littéralement d'une réaction émotionnelle de panique à une tâche analytique. Voilà, l'angoisse devient une simple équation mathématique. On passe de la brume au solide, en fait. Ce n'est plus « je suis une personne angoissée » comme une étiquette collée sur notre identité. Non, ça devient mon tableau de bord affiche une erreur système sur le port numéro 4. C'est génial de voir ça comme ça. Le cerveau commence à percevoir ses peurs non plus comme une fatalité insurmontable, mais comme un simple dysfonctionnement technique à traiter. On pose vraiment les fondations du pragmatisme. On ne peut pas réparer une machine si on refuse de regarder les codes d'erreur en face. Et c'est la toute première étape indispensable. Du coup, une fois que ces 10 voyants rouges sont allumés et clairement identifiés sur notre tableau de bord mental, le manuel nous emmène vers la mécanique interne, pour les éteindre. C'est là que ça devient très intéressant. La théorie centrale repose sur un principe implacable. Le cerveau fonctionne uniquement par association. C'est-à-dire? C'est une pure machine d'entrée et de sortie. L'information qu'on lui donne à l'entrée détermine son fonctionnement à la sortie. Ok. Et ça déclenche la libération de cocktails hormonaux spécifiques pour chaque état, c'est ça? Absolument. Et la clé pour pirater cette machine, c'est d'utiliser notre néocortex. La partie la plus évoluée de notre cerveau, celle qui nous permet de penser rationnellement, de planifier, d'avoir conscience de nous-mêmes. Exactement. La promesse de cette approche, c'est que le néocortex peut fournir des informations positives au reste du cerveau et que ce dernier, dans sa structure primitive, accepte ces informations sans aucun jugement. Ouais, alors là, permettez-moi de faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Le cerveau primitif accepterait aveuglement ce que la partie logique lui dicte. J'ai vraiment du mal à y croire. On a tous essayé un jour de se regarder dans le miroir en se disant « j'ai confiance en moi, je vais réussir ». Alors qu'à l'intérieur, on a les mains moites. Voilà, l'estomac noué, la totale. Le cerveau ne se laisse pas berner par des simples affirmations positives. C'est illusoire de penser qu'on peut effacer des années de doute juste en envoyant une info positive, non? Et vous soulevez là une objection fondamentale. C'est exactement l'écueil fatal de la fameuse pensée positive traditionnelle. Ah, je me disais bien. Si se répéter des phrases rassurantes devant un miroir fonctionnait réellement, il n'y aurait plus une seule once d'anxiété sur la planète. C'est sûr, on serait tous ultra détendus. Le mode d'emploi est d'ailleurs catégorique sur ce point. La pensée seule ne suffit absolument pas. Le cerveau primitif, celui qui génère la peur, il ne comprend pas le vocabulaire, il ne croit pas les mots. Et donc il croit quoi? Il ne croit que les faits. L'information envoyée par le néocortex doit être obligatoirement validée par une action dans le monde réel. Ah, c'est la pièce manquante du puzzle. Puisque le cerveau primitif refuse de se laisser endormir par des discours motivants, il faut lui fournir des preuves matérielles irréfutables. C'est ça. Et c'est ce qui nous amène à l'étape la plus exigeante de la méthode, la création de ce qu'on appelle des références. Une référence, si j'ai bien compris, c'est une expérience tangible, vécue physiquement, qui vient contredire la croyance limitante. Tout à fait. C'est une expérience qui crée une nouvelle réalité. J'aime bien imaginer le cerveau primitif comme un vieux juge extrêmement têtu et conservateur. Il préside un tribunal interne, et ça fait 20 ans qu'il a décrété, à coups de marteau, cet individu est incapable de s'affirmer en public. C'est une très bonne métaphore. Et de l'autre côté, notre néocortex, c'est le jeune avocat de la défense qui arrive plein de bonne volonté. Il a beau faire la plus belle plaidoirie du monde, expliquer que son client a lu plein de livres de développement personnel. Le juge s'en moque éperdument. La biologie ne réagit pas aux promesses. L'avocat peut plaider tant qu'il veut, le vieux juge va réclamer des preuves. Des reçus. Des factures. Des vidéos de surveillance. Exactement. Ce que la méthode appelle des références, donc. La seule façon de gagner ce procès interne, c'est d'accumuler ces pièces à conviction. Et c'est là que ça devient redoutablement concret. Prenons un axe majeur, genre la peur de ne pas oser, la timidité maladive.
L'approche, ce n'est pas de méditer là-dessus, mais d'utiliser le néocortex pour se forcer mécaniquement à agir. Dans une situation inconfortable, oui. Par exemple, le simple fait d'aller dans un magasin et de demander de l'aide à un vendeur. Ça peut sembler banal pour certains, hein, mais pour un individu terrifié par l'interaction sociale, l'idée même d'interpeller un inconnu, ça génère une vraie friction biologique. Le cœur s'accélère, les mains transpirent. Absolument, mais le néocortex force l'action. Et une fois que la question est posée et la réponse obtenue, que se passe-t-il au niveau neurologique? Le cerveau enregistre une nouvelle donnée. Voilà. Il se dit, j'ai initié une interaction, le monde ne s'est pas effondré, j'ai survécu. L'action devient une jurisprudence incontestable. Et le cerveau est obligé d'accepter cette nouvelle vérité, parce que c'est un fait accompli, ancré dans la réalité physique. Toute la puissance du modèle réside dans l'accumulation, non? À force de petites actions délibérées, on crée une montagne de nouvelles références. C'est exactement ça. Sous le poids de ces preuves de réussite, la vieille croyance se fissure mécaniquement. La conviction ne précède pas l'action, c'est l'action qui forge la conviction. C'est une illustration remarquable de la neuroplasticité. On déprogramme des fonctionnements par défaut en éduquant la mécanique par de nouveaux comportements. Un nouveau système de croyance basé sur la preuve irréfutable, en somme. Bon, tout cela est d'une logique implacable. La stratégie à long terme, c'est clair. Demander un renseignement, on peut le planifier au calme, Oui, c'est un dossier juridique qu'on prépare. mais cette mécanique a une limite évidente. Que se passe-t-il quand le tableau de bord ne clignote pas gentiment, mais qu'il prend soudainement feu? Ah, les situations de crise. Ouais, une crise qui éclate sans prévenir. L'exemple parfait dans ce mode d'emploi, c'est l'explosion de colère. Quand la colère monte, c'est volcanique. L'accès au néocortex est rompu, le jeune avocat a fui en courant, c'est l'incendie. C'est vrai. Dans une situation de colère aiguë, la physiologie bascule complètement. Le corps subit une cascade hormonale massive de cortisol et d'adrénaline. Le cœur s'emballe, la tension grimpe. Tout le corps se prépare au combat. Demander à quelqu'un dans cet état de planifier de petites actions progressives, c'est inopérant, c'est absurde. Du coup, la méthode propose qu'elle appelle un hack d'urgence, une intervention immédiate totalement différente. Et c'est crucial. Ouais. Et ce fameux hack, il m'a laissé un peu perplexe au début. La consigne absolue, c'est de ne surtout pas rester dans l'état émotionnel. Il faut briser le cycle à la seconde même en forçant le corps à générer un neurotransmetteur du plaisir. Pour étouffer l'incendie, oui. Et pour ça, le manuel recommande d'utiliser brutalement ses sens. Genre, se ruer sur un gros pot de glace au chocolat ou lancer une vidéo ultra drôle sur son téléphone. C'est ça. Mais je dois avouer que mon premier réflexe a été très sceptique. Manger de la glace au chocolat quand on est fou de rage, ça semble complètement contre-intuitif. On a l'impression de donner une friandise à un adulte qui fait un caprice. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça fait bizarre. Bah oui, ce n'est pas une façon de se récompenser pour avoir perdu son sang-froid. C'est une réaction très courante de penser ça, parce qu'on est tous conditionnés à analyser les comportements sous un prisme moral. C'est clair. On se dit, il faut que je me calme par la raison. Sauf que ce mode d'emploi nous demande de jeter la psychologie par la fenêtre lors d'une crise pour faire place à la pure ingénierie hormonale. Il faut s'intéresser au système nerveux autonome. Celui qui est divisé en deux branches, c'est ça? Oui, le système sympathique et le système parasympathique. Ah oui, je me souviens de mes cours de bio. Réponse de lutte ou de fuite. Quand la colère éclate, ce système est à son paroxysme. Le cerveau se dit qu'il y a un danger de mort. Voilà. C'est une boucle de rétroaction infinie. Et de l'autre côté, vous avez le système nerveux parasympathique qui est le frein. Il gère le repos, le calme, la digestion. Et la clé biologique ici, c'est que ces deux systèmes ne peuvent pas être activés en même temps, j'imagine. C'est la base même de ce piratage biologique. Le système nerveux humain ne peut pas être simultanément en mode lutte à mort et en mode repos. C'est physiologiquement impossible. Absolument impossible. Donc l'idée de manger de la glace au chocolat ou de rire devant une vidéo, ça n'a aucune dimension de récompense morale. C'est un court-circuit mécanique délibéré. Ah, je comprends mieux. L'afflux massif de sucre, ou le spasme physique du rire, ça force le système parasympathique à s'activer. Et ça déclenche une libération massive de dopamine et de sérotonine. Et ces hormones du plaisir viennent littéralement éteindre les hormones du stress. C'est un affrontement chimique direct. Et devinez quoi? La dopamine gagne. Le cerveau ne peut pas maintenir son état d'alerte face à une inondation de plaisir sensoriel. L'incendie est étouffé de l'intérieur, mécaniquement. Ce qui permet de ramener le système nerveux à une température normale, où le néocortex, notre fameux avocat rationnel, peut enfin reprendre les commandes. Ce niveau de pragmatisme est presque clinique, c'est dingue.
On ne capitule pas face à la colère, on utilise juste une arme biochimique supérieure pour la neutraliser. On coupe le courant de l'alarme. L'essentiel à retenir, c'est l'exigence absolue de proactivité. L'action pure est le seul langage que le cerveau comprend pour modifier sa propre architecture. Ce qui nous amène, du coup, à pouvoir récapituler l'essence même de ce manuel redoutable. Qui ne laisse aucune place à l'apitoiement. Aucune. Si on résume la mécanique, étape 1. On branche la valise de diagnostic en dressant une liste impitoyable de nos 10 axes de compétences. On objective nos démons. On transforme l'angoisse en erreur système. Étape 2. On mobilise le néocortex pour planifier les actions directes dans la réalité. On affronte l'inconfort par petits paliers pour constituer un dossier béton de preuves. Pour plier le vieux juge primitif. C'est ça. Et enfin, étape 3, pour les urgences absolues comme la colère, on déploie des courts-circuits physiologiques bruts. On force la libération de neurotransmetteurs de plaisir pour désactiver l'alarme. C'est vraiment fascinant. Une véritable ingénierie de soi par l'action. Et d'ailleurs, cette démonstration clinique, elle nous mène vers une conclusion assez vertigineuse sur notre quotidien. Ah oui, laquelle? Si on accepte que notre cerveau primitif est un juge aveugle qui ne croit que les preuves matérielles, si on comprend que chaque petit acte de courage le reprogramme vers la confiance, Oui. cela signifie qu'au quotidien, à chaque fois qu'une situation difficile se présente et que nous choisissons la facilité ou l'évitement, Oula, je vois où vous voulez en venir. La réciproque est une réalité mathématique tout aussi implacable. exactement, à chaque fois qu'on remet un projet à demain par peur de l'échec, on ne fait pas que prendre une pause. On est dans l'action. On est en train de fournir une preuve matérielle, une pièce à conviction à notre cerveau qui atteste de notre incapacité. Donc, en fuyant, on programme activement et biologiquement notre cerveau pour l'échec. C'est ça, ce qui soulève une question profondément troublante. Dites-moi. Notre sacro-sainte zone de confort, que nous chérissons tant pour nous reposer, n'est-elle finalement qu'un centre d'entraînement intensif à l'autosabotage? Le confort comme centre d'entraînement à l'auto-sabotage. C'est une image terrifiante, mais d'une lucidité redoutable. N'est-ce pas? Chaque recul face à l'obstacle n'est pas un soulagement, c'est une brique de plus ajoutée au mur de nos propres limites. Le tableau de bord interne ne ment jamais. Jamais. À chacun de décider si on continue d'ignorer les voyants rouges jusqu'à la panne complète ou si on prend enfin le courage de mettre les mains dans le cambouis pour reprogrammer le système par l'action pure. C'est un beau défi. C'est sur cette réflexion percutante que s'achève notre plongée au cœur de cette fascinante mécanique mentale. Un immense merci d'avoir partagé cette analyse clinique et d'avoir démonté ces rouages avec autant de clarté. Avec grand plaisir. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la complexité humaine.